Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alpha Cana. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être avec la brigade cynophile des pompiers de Bordeaux et on va leur poser quelques questions. Allez, suivez-moi. Bonjour, merci de nous accueillir dans votre caserne. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors moi je suis le lieutenant Bruno Carré, je suis le conseiller technique départemental au SDIS 33 et je suis conseiller technique zonal adjoint. D'accord. Je suis le lieutenant Christophe Marteil, donc je suis l'adjoint au référent départemental cynotechnique du SDIS 33. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre métier, concrètement, quelles sont vos missions? Alors donc notre spécialité cynotechnique, notre mission principale c'est la recherche de personnes ensevelies. D'accord. Elle vient se compléter après par la recherche de personnes égarées, technique pistage et technique questage. Donc le questage c'est une fouille de surface. D'accord. Après vient se compléter aussi derrière la recherche de victimes immergées. Et dernièrement, on a eu 3 chiens formés pour les produits accélérateurs incendie. Les 2 miens et celui de mon adjoint ici présent. Quelles sont les étapes pour devenir conducteur cynotechnique chez les sapeurs-pompiers? Tout d'abord, on est sapeur-pompier à la base sans spécialité. Et, une fois qu'on est formé sapeur-pompier, on peut donc choisir une spécialité, entre autres la cynotechnie. Il suffit de postuler sur des avis de postes vacants. Il y a une phase d'observation pour savoir si le candidat est fait pour ça, est capable, si déjà ça l'intéresse, parce qu'on peut être intéressé à la base, mais on va vraiment dans la profondeur de la spécialité pour voir si vraiment ça intéresse le candidat. Il y a aussi des épreuves, entre guillemets, pour savoir qu'elle n'a pas peur des chiens, d'une part. Vu qu'on fait de la recherche de victimes ensevelies, nous-mêmes, on fait les victimes potentielles. Donc on se cache dans des cages qui sont un peu étroites. Donc il ne faut pas que la personne soit claustrophobe, par exemple. Il y a des tests qui permettent de voir si la personne est faite pour ça, tout simplement. Et ensuite, il y a un cursus de formation qui est attaqué avec l'acquisition du chien et un cursus de formation qui dure environ entre 18 et 24 mois avant que le chien soit opérationnel, enfin le binôme soit opérationnel. Depuis combien de temps les chiens travaillent avec les sapeurs-pompiers? Alors, ça a commencé dans les années 80. Suite aux événements qu'il y avait eu sur le plateau d'Assy par rapport à une coulée de boue, il y a eu énormément de personnes ensevelies. Et c'est un CRS avec son chien qui a dégagé énormément de personnes, qui a découvert énormément de personnes, a décidé par la suite de créer une école de décombre. C'est à partir de ce moment-là où les SDIS ont commencé à former des équipes cynotechniques. Ça s'est démocratisé un peu plus quand le guide national de référence est sorti. Donc dans les années 2000, où là, après, les SDIS, par la suite, ont pu, avec des agréments, former au sein de l'établissement. Quelle race utilisez-vous pour vos missions et pourquoi avoir choisi celle-ci? Alors au niveau du SDIS 33, on est sur 4 races de chiens, essentiellement du berger allemand et du labrador de travail. Et on a également 2 bergers belges malinois et un border collie. Alors on s'attache à du chien lignée de travail tout simplement parce que de par la génétique déjà ils ont des qualités, des aptitudes effectivement. Et ensuite nous on travaille avec des éleveurs aussi depuis quelques années qui nous assurent des chiens de qualité, ce qui nous permet derrière d'avoir des chiens compétents. D'accord. Et comment vous sélectionnez du coup vos chiots? Quels sont les critères pour aller les récupérer, pour être sûr que ce soit de bonnes recrues? Alors à travers donc les éleveurs que l'on a définis, on part sur des chiots qui ont un potentiel très joueur, très sociable, très disponible, où l'éleveur va nous garantir tous ces éléments-là. Y a-t-il des interventions où le chien est vraiment indispensable? Alors oui. Oui, le chien est indispensable. Nous, notre mission vraiment principale, c'est la recherche de victimes ensevelies. Aujourd'hui, on a des équipes hussards qui sont là aussi pour rechercher des victimes en cas d'effondrement, par exemple. Mais on ajoute à ça la qualité olfactive du chien qui est incomparable à celle de l'humain. Donc aujourd'hui, le chien est vraiment complémentaire et indispensable lors d'une recherche de victimes ensevelies et également lors d'une recherche de victimes égarées ou que ne serait-ce que la recherche des produits accélérateurs incendie comme on fait depuis cette année. Ça apporte vraiment une réelle plus-value à nos équipes et on atteint l'objectif quand même assez rapidement grâce aux qualités olfactives des chiens. Ok, vous m'avez parlé aussi de personnes sous l'eau, parfois à quelques mètres de profondeur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur cette formation qu'ont vos chiens et sur ces aptitudes qu'ont vos chiens? Alors la recherche de victimes immergées a été développée depuis quelques années au sein du territoire national par les équipes cynotechniques. C'est quelque chose qui se faisait déjà au niveau des pays anglo-saxons. On apprend aux chiens à détecter des molécules odorantes d'un plastron qui remonte à la surface. Le chien va indiquer à travers son comportement, soit il se jette à l'eau, soit il aboie, indiquer qu'il perçoit ces molécules odorantes. Donc il y a tout un scénario que l'on met en place depuis qu'ils sont de leur jeune âge, où on les met au travail, où on apprend à détecter, on fait ça avec nos collègues plongeurs,
une victime immergée depuis un ponton. Donc le chien, quand il a compris ça à l'association, il prend les molécules, le plongeur sort de l'eau, il amène son jouet, ça récompense. Après, on va le transposer sur une embarcation. On fera toujours ça dans des milieux fermés. Hein. C'est valable que sur des milieux fermés. À l'océan, on ne peut pas le faire, c'est trop compliqué. Et on va se mettre face au vent avec l'embarcation, de façon à ce que le chien prenne les molécules qui remontent en surface. Alors, le chien peut arriver à des détections de jusqu'à 6, 7, voire 8 mètres. Il va prendre les molécules qui remontent en surface et il va se manifester en faisant un marquage pour indiquer qu'il y a une victime présente et immergée. Quel est le délai de formation pour un chien pour répondre aux besoins de ses missions? Alors le délai est entre 18 et 24 mois pour avoir un chien opérationnel sur la base du tronc commun. Ce qu'on appelle tronc commun, c'est la recherche des victimes ensevelies et la recherche des victimes potentielles, donc égarées, par la méthode du questage. Ensuite s'ajoute optionnellement, mais chez nous, ils sont formés également au pistage, et aussi la recherche des victimes émergées qui s'ajoutent à ce tronc commun-là, qui vont nécessiter quelques mois de formation supplémentaire. Vous m'avez parlé aussi de plusieurs odeurs qu'ils peuvent discriminer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le nombre d'odeurs et ce qu'ils arrivent à faire? Les chiens sont formés sur la base des mêmes chiens qui ont été formés au Québec, qui œuvrent sur cette mission. Donc, ils sont formés sur 14 produits. Ils sont capables, donc, lors d'un incendie, quand on est réquisitionné en complément d'un sapeur-pompier investigateur, de détecter un produit accélérateur incendie calciné. Comment ça se passe? Le chien est capable de discriminer toutes les odeurs qu'il va trouver dans l'établissement qu'il a volé, que ce soit une maison d'habitation, peu importe la structure. Il va faire abstraction de tout ce qui va être moquette, mousse des canapés. Par contre, il va être vraiment fixé sur ces 14 produits de base. Je ne vais pas les développer parce que voilà, mais il va fixer sur ces 14 produits calcinés et il va indiquer par un grattage qu'il y a un marquage de produit accélérateur incendie. Donc derrière, il y a une enquête. C'est avant, le sapeur-pompier investigateur aura fait son travail. Nous, on n'est pas au courant de ce qu'il aura fait parce qu'on ne veut pas que ça influence notre travail. Et après, on va mettre ensemble le travail du chien plus son travail pour amener quelque chose de synthétique auprès de l'officier de police judiciaire ou auprès du procureur et auprès de l'établissement. À quoi ressemble un entraînement et à quelle fréquence vous entraînez-vous? Un entraînement chez nous se passe donc soit en milieu naturel pour répondre aux missions de recherche de victimes égarées, de victimes potentielles égarées, ou alors on peut s'entraîner aussi sur un décombre artificiel, je dirais, pour les entraîner sur la recherche des victimes ensevelies. On a 3-4 entraînements par mois, en plus des astreintes qu'on a tout au long de l'année. On a une équipe cynotechnique qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 durant toute l'année. Donc on s'entraîne aussi sur nos semaines d'astreinte. Et quel est le matériel utilisé lors de vos séances de travail? Alors le matériel utilisé, ça va être en fonction des mises en situation professionnelles qu'on va faire. Si on est sur la recherche de personnes, de victimes potentielles, recherche de personnes égarées, on va mettre en place déjà des gilets de haute visibilité pour nous, parce qu'on travaille sur le domaine public. On a des conventions avec les différentes mairies ou l'Office national des forêts, si on travaille en milieu forestier. À savoir que sur chaque site, on va manœuvrer les conventions pour la sécurité des agents, la sécurité des chiens, la sécurité de l'établissement. Donc en fonction des exercices qu'on va faire, le chien aura un équipement type, aussi bien le conducteur que le chien. Si c'est la recherche de personnes égarées, le chien est équipé avec son harnais, son gilet haute visibilité, le conducteur aussi. Le chien, il a une longe. Voilà. Si on travaille en recherche de surface, le questage, le chien sera équipé de son harnais avec un gros lot. Du GPS, on a un GPS aussi sur le chien. Là, on sera dans un milieu forestier, donc c'est pour faire de la fouille de surface. Si on fait de la victime immergée, le chien sera équipé donc de son gilet de flottaison. Il sera équipé de ce gilet-là. Nous, c'est pareil, on sera sur l'embarcation. En fait, à chaque, mise en situation professionnelle, le chien, il a un équipement. Si on est sur la recherche de produits accélérateurs incendie, le chien, il a ses bottines, il a des bottines exprès, il a un gilet exprès. Nous, on a un gilet exprès. C'est-à-dire qu'on conditionne l'animal, il est conditionné à travers la tenue de son conducteur. Et c'est ce qui va faire que l'animal, il sait sur quelle mission il part. Et ça, c'est très important pour atteindre l'objectif et en termes de rigueur. Et comme le chien, il se fixe énormément sur son conducteur, et d'où avoir cette constance de vraiment être très rigoureux dans la tenue vestimentaire qui est en lien avec l'opérationnel et l'exercice du jour. Ils se conditionnent à chaque mission, en fait. Exactement. Est-ce que vos chiens vivent avec vous ou est-ce qu'ils vivent en caserne? Alors nos chiens vivent avec nous, on les a donc à partir de 2 mois et demi. Et ils vivent vraiment 24 heures sur 24 avec nous. On les a donc à notre domicile et ils viennent aussi avec nous sur nos lieux de travail. Donc que ça soit pour le personnel cyclique de garde ou nous,
en hebdomadaire, on a tout le temps nos chiens. Pour la simple et bonne raison, c'est que, comme je vous ai dit, on a une unité qui est d'astreinte chaque semaine, mais on a également la possibilité d'avoir du renfort immédiat sur le département avec des chiens qui sont avec nous tout le temps. Et le fait de vivre avec vos chiens, du coup, ça permet d'avoir aussi une énorme complicité depuis leur jeune âge et d'avoir un binôme peut-être plus efficace que des chiens qui pourraient vivre en caserne ou à l'extérieur. Exactement, la particularité qu'on a, c'est qu'on est tout le temps avec eux, donc ce qui permet vraiment d'avoir une forte complicité et qui, je pense, est indispensable pour pouvoir être dans les meilleures conditions pour faire nos opérations. Durant sa carrière, combien de temps un chien peut-il travailler avec les sapeurs-pompiers? Alors les chiens, comme vous a dit mon adjoint, on les prend à 2 mois et 1 semaine. Hein. Donc on attaque la formation dès le plus jeune âge, dès 2 mois et 1 semaine. Et généralement, on les amène, s'il n'y a pas de soucis, ils sont suivis par un vétérinaire. S'il n'y a pas de soucis physiologiques, des soucis de santé ou des soucis de squelette, hein, on les amène jusqu'à l'âge de 10 ans. Bon. À un moment donné, quand on devra arrêter le chien, il se fait avec l'avis du vétérinaire qui suit nos chiens, qui les connaît parfaitement. Et bien sûr, avec l'avis de l'établissement, parce que derrière, quand nos chiens arrivent à l'âge de 6-7 ans, on prend la relève. De façon à... Il faut 2 ans, vous avez vu, 2 ans de continuité. Donc ça nous amène à, si on le prend à 7 ans, à 9 ans, et l'autre va peut-être faire encore une année, et puis après on l'amène à la retraite. Ça va en fonction de l'état de santé. Généralement, on part sur la base de 10 ans. On arrive à les amener jusqu'à l'âge de 10 ans, si tout va bien. Ok, et du coup, quand ils partent à la retraite, ils restent chez vous du coup pour leur fin de vie? Ouais. Ok, super. En un mot, comment vous décririez la relation maître-chien? En un mot, je dirais c'est un binôme. On forme un binôme pour le travail avec l'objectif qu'on a. Sans nous, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et nous, sans eux, on ne pourrait pas répondre à l'objectif. Donc, Complémentarité. la complémentarité est indispensable. Donc, on est un vrai binôme. Complicité. S'il n'y a pas cette complicité, ça ne peut pas marcher. Est-ce que vous avez des histoires ou anecdotes qui vous ont marqué lors de votre carrière? Moi, je vais peut-être parler dernièrement d'un effondrement à Bordeaux suite à une explosion de gaz où il y a plusieurs équipes qui sont engagées. La situation est très difficile. Les équipes qui passent par la partie du rez-de-chaussée ont des difficultés pour avoir des attitudes et des détections olfatives qui sont dues au vent. Moi, quand j'arrive par rapport à cette situation-là, je demande à faire une reconnaissance avec le BEA, le bras élévateur articulé, et d'attaquer par le haut. Donc c'est une maison d'habitation R+1 complètement effondrée, avec un risque d'effondrement des autres maisons, un phénomène de domino. Et je fais engager le chien de mon adjoint en premier. Il est treuillé avec le BEA, donc il est déposé sur la partie effondrée, mais c'est assez dangereux, hein, c'est même très dangereux. Et oui, le travail, grâce au travail du chien, sans rentrer dans les détails, on a pu détecter malheureusement la victime décédée, mais on a pu déterminer précisément où elle était. Elle était au rez-de-chaussée grâce au chien. Donc après, toutes les opérations sont toujours marquantes, il y a toujours une anecdote, mais le travail du chien, ça nous le démontre au quotidien que c'est vraiment un agent efficace pour le sauvetage. Ok, et indispensable. Et indispensable, tout à fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, liker et partager. On a encore beaucoup de surprises pour vous. À très bientôt.